Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Late et Smart, dernière émission de la semaine. Ravi de vous retrouver. Comme chaque soir avec mes invités, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment et un petit peu plus que juste économique. Pour le coup, de quoi allons-nous parler ce soir? D'abord, on parlera politique budgétaire, politique monétaire aussi, un petit peu fiscale aussi. C'est un petit peu le buzz du moment. La France serait à contre-courant, serait à contre-temps en matière d'impôts, en matière de déficit. La France qui ne veut pas remonter ses impôts, qui s'apprête à réduire ses déficits dans ses annonces ou dans ses prévisions pour les prochaines années, alors que les Américains, évidemment, on en a pas mal parlé ces derniers jours, les Anglais aussi. Bref, il y aura au contraire une tendance vers un relèvement des impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les plus riches, et à l'inverse, tout le monde qui est plutôt généreux en matière de déficit. Alors voilà, la France est-elle à contre-temps, nage-t-elle à contre-courant? Ce sera la question posée à mes deux invités pour le premier débat dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, nous commenterons la suppression de l'ENA avec ce titre, changer nos élites, : une priorité. Là encore, je poserai la question à mes invités avec à chaque fois un regard qui n'est pas celui d'ancien énarque, qui n'est pas celui d'homme politique, le regard d'un économiste et le regard d'un entrepreneur. L'économiste, c'est Philippe Wechter, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes chef économiste chez Ostrom Asset Management. L'entrepreneur, c'est Lionel Baraban, bonsoir. Vous êtes directeur général de Famoco, une entreprise qui est spécialisée dans les terminaux mobiles connectés. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir, en ce vendredi soir. Tout de suite, la question apéritif, on part dans les étoiles. Les étoiles, disais-je, enfin pas tout à fait, on s'arrête avant. Regardez cette image, cette photo, une fusée Soyouz. C'était ce matin dans le Kazakhstan, à Baïkonour, 60 ans après le premier vol spatial de Yuri Gagarin. Eh bien, figurez-vous que 3 cosmonautes se sont envolés vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ils sont déjà arrivés, parce qu'elle va assez vite, cette fusée Soyouz. Et ces 3 cosmonautes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 2 Russes et un Américain, main dans la main, ou presque, ce qui, moi, m'a amusé, compte tenu de ce qu'on croit savoir des relations entre les États-Unis et la Russie. C'était il n'y a pas si longtemps, on avait un chef d'État qui qualifiait l'autre de tueur, l'autre qui disait c'est celui qui dit qu'il l'est, etc. C'est pas les pays qui sont les meilleurs amis et en même temps, en matière de coopération spatiale, on continue. Qu'est-ce qu'il faut croire de chef d'État? Qu'est-ce que vous préférez? La réponse est simple. Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que c'est 2 pays en fort antagonisme avec 2 chefs d'État qui s'insultent, ou 3 cosmonautes qui s'embarquent dans la même fusée? Philippe? On n'est pas dans le même temps. Le temps politique n'est pas le temps de l'espace, spatiale, de la conquête spatiale. Donc, il peut y avoir effectivement, mais c'est des choses qu'on a déjà vues aussi par le passé, des tensions politiques entre un président américain et un président russe, mais pour autant des coopérations qui s'opèrent sur des points précis. Mais à l'époque de la vraie guerre froide, ils ne partaient pas ensemble en fusée. Oui, mais on n'est pas dans la guerre froide, justement, on n'est plus du tout dans cette période-là. Et donc, il y a une sorte d'intérêt commun avec, en outre, probablement un peu la volonté de faire front commun contre les Chinois qui, eux, veulent aussi se développer très rapidement dans l'espace. Donc, il y a l'intérêt de mettre en commun des moyens importants pour essayer de rester dans le jeu de cette conquête spatiale dont on imagine et dont tout le monde espère qu'elle sera demain un élément important de développement de toutes sortes. Oui, il faut le rappeler. Et puis il faut rappeler que jusqu'à l'été dernier, effectivement, Baïkonour et les fusées Soyouz, c'était le seul moyen pour aller à la station spatiale depuis l'arrêt des programmes de navettes aux États-Unis. Lionel, vous retenez quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire Alors on ne les voit pas main dans la main, mais enfin on sait qu'ils sont dans la même fusée qui est sur la photo. Donc, moi, ce qui m'amusait surtout, c'est de voir qu'il n'y avait pas de Chinois parmi les 3. Ouais. Et alors, ils sont main dans la main sur une opération très particulière, et puis quand même, ils partagent cette station spatiale internationale. Mais il y avait un article très intéressant dans le Figaro, là, il y a quelques jours, à propos de la nouvelle guerre des étoiles. Et je pense que ce qui se joue là, entre les intérêts chinois, les intérêts américains, les intérêts européens, les intérêts russes, va bien au-delà de la petite guéguerre Biden-Poutine.
parce que y a un problème de législation, c'est-à-dire à qui appartient les étoiles. Il y a des problèmes sur les satellites, les nanosatellites, la capacité maintenant qu'ont tous les États à se doter de satellites, qui était quelque chose, c'était comme l'arme nucléaire, c'était réservé aux grandes puissances. Ouais. Maintenant, tout le monde est capable d'envoyer des satellites plus petits, mais aussi puissants que les gros. Donc je pense que c'est un monde qui bouge beaucoup. Et le fait qu'ils collaborent, c'est juste les derniers soubresauts d'un ancien monde qui est en train de changer très rapidement parce que c'est un monde ouvert. L'espace aujourd'hui est ouvert à tout le monde et la grande question est de savoir qui va légiférer, qui va dire la loi de l'espace. Et les Chinois ne sont pas dans le jeu là aujourd'hui. Voilà. Et puis surtout, les Chinois, on ne sait pas trop ce qu'ils font, alors que les Américains, on sait à peu près. Globalement, ils sont plutôt en pointe aujourd'hui de ce qu'on sait, mais c'est vrai que on peut avoir des doutes. En tout cas, par définition, c'est moins transparent, le programme spatial chinois. Allez, on passe à notre premier débat. On va s'intéresser aux impôts, aux déficits et au fait de nager à contre-courant ou pas. Impôt, déficit, la France à contretemps. C'est donc le thème, la question de ce premier débat. On parle d'abord des impôts. Sachez déjà, question pratique, depuis hier, vous pouvez déclarer vos impôts en ligne. La campagne 2021, comme on dit, est ouverte. On a par ailleurs eu les chiffres de la campagne 2020. On sait qu'effectivement, l'État a perçu 74 milliards d'euros au titre de l'impôt sur le revenu. C'est quasiment la même chose que l'année précédente, que 74 milliards contre 75 milliards et demi en 2019. D'où ce titre du Figaro, malgré la crise, les recettes de l'impôt sur le revenu se sont maintenues en 2020. En même temps, les revenus sont maintenus, donc c'est pas totalement étonnant. Ça arrive dans un contexte d'annonce. Alors, on en a largement parlé cette semaine et même depuis la fin de semaine dernière, d'annonce des États-Unis sur effectivement le relèvement là-bas de l'impôt, notamment sur les sociétés et dans un second temps sur les plus grosses fortunes au-delà de 400 000 $. Et cette volonté américaine qui semble ravir tout le monde, le plan de Biden pour taxer les profits des multinationales à travers le monde, titre le Figaro, avec cette idée de trouver un taux d'imposition moyen autour de 20% pour les peut-être une grosse centaine de grandes multinationales mondiales. La proposition a été formellement transmise à 135 pays dans le cadre d'une proposition, et c'est dans le cadre de l'OCDE qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Pendant ce temps-là, Bercy, de son côté, a communiquer son programme budgétaire. Il sera officiellement présenté la semaine prochaine, mais on connaît les chiffres. Bercy veut comprimer la dépense publique, nous dit Les Échos, avec la volonté de retour sous le déficit, sous la barre des 3% pour 2027, au prix d'un effort inédit sur la dépense publique, nous dit Les Échos, alors que les déficits, ils sont quand même plutôt creusés toutes ces dernières années, et puis on est avec des justifications, notamment compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Cette chronique du Monde hier, en baissant les impôts sur les entreprises, la France à contretemps, nous dit la journaliste du Monde, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni vont augmenter leurs prélèvements sur les sociétés, Paris, soucieux de rester compétitif, réduit les siens. Alors, est-ce qu'on est à contretemps ? Voilà, un commentaire. Un de vos confrères, Philippe, Eric Chanet, qui dit « C'est en réalité le contraire. Le compromis sur le taux de l'impôt sur les sociétés se fera aux États-Unis à 25%. Qui est notre objectif en France pour 2022. Et Mme Yellen propose un plancher international pour le taux d'imposition sur les sociétés comme la France. Convergence, donc, c'est plus un canon qu'un contretemps. Philippe, vous êtes d'accord sur le fait que finalement, on ne va pas forcément dans le même sens que les Américains ou que les Anglais, mais comme on ne part pas du même niveau, on ne peut pas dire qu'on soit à contre-courant ou à contre-temps ? Il y a beaucoup de choses sur cette question. C'est une longue introduction, il y a beaucoup de choses. Oui. Non, mais sur cette question de la fiscalité des entreprises, rappelons simplement qu'en 2018, Trump avait fait baisser le taux d'imposition sur les sociétés de 35 à 21%. Et, ce qui était colossal. Oui. Ce qui était important. Et ce que souhaite Joe Biden, c'est de faire revenir ce taux de 21 à 28%. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le taux minimum que Biden souhaite pour imposer les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur localisation, quelle que soit la source de leur profit. En d'autres termes, les Américains veulent utiliser toutes les ressources dont on dispose aujourd'hui pour que toutes les entreprises payent des impôts, que ces
en se basant notamment sur la localisation de leur chiffre d'affaires. Parce que là, il est très facile d'aller mettre des profits en Irlande, à Guernesey ou je ne sais où, pour ne pas payer d'impôts. Et donc ou beaucoup moins. Il y a un impôt social en Irlande, mais il est plutôt autour de 10% que... 12,5, oui. Ouais. On sortirait de cette logique-là, mais les États-Unis imposeraient à chaque entreprise américaine de payer des impôts à hauteur de 20% au minimum pour l'ensemble de leurs profits. Et la pression qui est faite par l'administration Biden est de dire, vous, tous les pays développés, notamment tous les pays de l'OCDE, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique où la concurrence fiscale est un jeu à somme négative. Tout le monde est perdant dans ce genre de choses parce que... il y a toujours quelqu'un qui va proposer encore moins d'impôts pour et d'ailleurs, quand on regarde le taux d'imposition des entreprises sur les 15 dernières années, on a une baisse systématiquement, alors que sans même prendre en compte la Suisse ou l'Irlande. Donc on a un mouvement de repli qui est assez fort, et l'idée toute simple derrière cela est de dire les entreprises peuvent bouger. Et donc, il faut absolument qu'elles viennent s'installer chez moi et je vais mettre des taux d'imposition les plus faibles possibles. Ce que ne montre pas, quand on regarde empiriquement, ça ne marche pas forcément exactement comme ça. Et puis, ce que dit Biden, il dit, comment se fait-il qu'une entreprise paye moins d'impôts qu'un ménage moyen aux États-Unis? Donc, il y a un rééquilibrage. Et l'idée derrière cela, c'est que si effectivement les pressions américaines sont suffisamment fortes, via le cadre de l'OCDE. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que l'OCDE nous dit, et tous les pays européens notamment, disent il faut qu'on fasse quelque chose via l'OCDE. Et là, Biden dit allons-y. Et donc, sachant que chez nous, dans l'Union européenne, on était incapable de le faire, puisque le Luxembourg, les Pays-Bas et surtout l'Irlande on est incapable de le faire pour des raisons évidentes. Parce qu'il faut l'unanimité. C'est-à-dire que les changements... une harmonisation ne peut se faire qu'à l'unanimité. Mais on voit bien que le Luxembourg ou l'Irlande ou les Pays-Bas n'y ont pas intérêt. Donc il y a une situation où on va bénéficier de l'OCDE, des échanges d'informations considérables qu'il y a désormais entre les entreprises et les gouvernements, les trésors, les administrations fiscales de chaque pays, pour que on ait un système qui soit beaucoup plus transparent et qui permette effectivement de taxer les entreprises, quel que soit leur lieu de leur situation. Et c'est pas pour autant qu'on va voir les entreprises américaines s'installer aux Bermudes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et sachant que l'administration américaine va veiller au grain pour que on n'ait pas ce type de fuite. Mais empiriquement, on n'a pas vu beaucoup de situations de ce type-là, d'entreprises qui sortaient des États-Unis pour aller s'installer ailleurs parce que les impôts étaient moins forts. Rapidement, et après on reviendra sur le contretemps, mais entre-temps, je ferai réagir Lionel. C'est quelque chose de potentiellement assez majeur, historique, révolutionnaire, cette idée, cette nouvelle proposition américaine. C'est les Américains qui, depuis Reagan, ont tiré les impôts vers le bas, globalement depuis 40 ans. Et là, effectivement, ils disent, on a l'impression qu'ils les remontent et qu'ils disent, tout le monde, faites comme nous maintenant. Non, les impôts sur les sociétés américaines, le 35% était là depuis 15-20 ans. Tous les autres ont baissé leurs impôts. Les Américains n'ont pas bougé depuis jusqu'à Trump. Le 35% facial, mais la réalité, elle était plutôt bien en dessous compte tenu des niches fiscales et des... Mais tout le monde, les entreprises, quel que soit le pays, ont bénéficié de niches fiscales, etc. Moi, je pense que c'est un facteur de rupture complet. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, potentiellement, vous supprimez toute évasion fiscale. Et donc, ça change la donne. Ça change la donne pour évasion fiscale ou optimisation fiscale. Ou d'optimisation fiscale. Mais ça change la donne pour les budgets des États. Ça change la donne aussi pour les salariés que nous sommes. Parce que, en tant que salarié, on n'est pas du tout mobile. Donc quand il y a besoin de moyens supplémentaires à l'échelle de l'État,
on taxe les facteurs de production non mobiles, c'est-à-dire les salariés. On ne taxe pas les entreprises parce qu'elles peuvent bouger. Là, ça change l'équilibre et ça, c'est intéressant. D'accord. Je reviens vers vous sur la notion de contretemps français ou pas. Lionel, puisqu'on a commencé sur l'imposition, sur l'idée d'un minima mondial là, impulsé par les États-Unis, quelque chose que pour le coup que la France, a fortiori Bruno Le Maire, a beaucoup défendu, a beaucoup poussé. C'était un petit peu bloqué, figé par les Américains. Changement d'administration aux États-Unis. Maintenant, les Américains ont l'air pour. Ça va dans le bon sens. C'est historique. Est-ce que ce taux de 21%, autour d'une vingtaine de pourcents, c'est quelque chose qui vous paraît... Alors, moi, je trouve qu'effectivement, c'est d'abord... c'est une convergence qu'on voit. On voit une convergence aux alentours de 25-28%. Tout le monde arrive plus ou moins à ce taux-là. Et puis, ce qu'on est en train de faire sur les entreprises existe déjà pour les Américains, pour les citoyens américains. Quand on est citoyen américain, on paye ses impôts de toute façon, quelle que soit sa résidence. En France, on a cette citoyen au sens de l'impôt sur le revenu. Oui. Non, en France, on a cette notion de résidence fiscale. L'ARS reconnaît aucune résidence fiscale. Vous payez vos impôts en France, vous regardez. Différence entre les impôts en France et les impôts aux États-Unis, bon, là, il n'y en aura pas. Mais si vous êtes aux Bermudes ou que ce soit, vous allez faire une déclaration. Tous les gens qui ont la nationalité américaine font leur déclaration à l'ARS. Et en fait, il reprend le même système. L'ARS, c'est le fisc américain. Oui, pardon. Internal Revenue Service. Merci. Avec l'accent. Et qu'il essaye maintenant d'étendre. Alors d'abord, évidemment, je trouve que c'est une bonne idée. Bruno Le Maire l'a poussé. C'est bien entendu, ça va dans le bon sens. Je vais quand même mettre un petit bémol, parce que, enfin, d'abord, je trouve que ce que fait Biden est juste absolument étonnant. Enfin, ce vieux monsieur qu'on voit un peu bégayant, il est quand même d'une vitalité sans nom. Il change beaucoup de choses. Alors, deux choses. D'abord, la première, c'est qu'il fait ça en même temps qu'une dépense publique déliante. C'est aussi important que le New Deal. C'est ce qu'il est en train de faire autour de la modernisation des infrastructures aux États-Unis. C'est absolument extraordinaire. Pour l'instant, c'est une annonce. Il va falloir que ça soit voté. Mais ça va quand même arriver. Et c'est de ce dont on aurait besoin pour... on nous a parlé d'agriculture verte, on nous a parlé et donc c'est ce d'hydrogène, d'énergie. Oui, c'est ce dont on aurait besoin. Alors, donc, il faut marcher sur deux pieds. Donc, la dépense publique et augmenter les impôts. Et si on marche sur deux pieds, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Le petit bémol que je voulais mettre quand même là-dessus, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Ces échanges de données dans un monde où la donnée est la nouvelle matière première, c'est aussi un moyen d'imposer son leadership politique et son leadership sur la possession de la donnée. Et ça, personnellement, ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que le fait de dire, maintenant, il y a un gouvernement central sous l'influence américaine qui décide qui est en droit de posséder les informations fiscales de l'ensemble des entreprises qui vont avoir de près ou de loin besoin d'avoir un trade avec les États-Unis, ce qui sont absolument toutes les entreprises. Oui. Il y a quand même quelques questions à se poser. Donc je pense que la souveraineté des données, l'Europe a besoin de se structurer en termes de protection de ces données, de la souveraineté de ces données, et puis ensuite les arrangements fiscaux et le fait qu'il y ait un minima fiscal sur la base de ce qui est déjà fait aux États-Unis depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis toujours, avec l'ARS, moi, me semble une très belle idée. Mais je mets juste ce petit bémol parce que ce que c'est veut pas faire... pour vous qui est sensible sur ces questions de données. Ouais. Oui, mais parce que je vois quand même de la part des États-Unis, et Biden le dit, il dit on veut reprendre le leadership, on veut redevenir les maîtres du monde, on veut rejouer notre rôle de phare pour le monde. Et donc, il joue ce rôle. Donc, c'est pas, il dit à l'OCDE, vous vouliez ça? Allons-y. Mais c'est moi qui prends le lead. C'est moi qui donne le tempo. Il faut quand même faire un peu attention. Mais ces données existent déjà. Ces données existent déjà dans les administrations fiscales. C'est-à-dire que Bercy a déjà toutes les données nécessaires pour taxer les entreprises françaises en fonction de leur localisation. Donc, chaque administration fiscale a déjà ces données-là. Après, mais là, il y aura un risque qu'elle serait échangée avec l'administration fiscale américaine. Ça, c'est à voir. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même.
Je pense que là-dessus, chaque autorité a Gardera sa souveraineté, selon vous, vous êtes plus confiant. Elle a plutôt intérêt à le faire qu'à laisser ces données ouvertes aux États-Unis. Intérêt, je suis d'accord. Les moyens, c'est c'est ça qui me... Sur l'idée du contretemps éventuel français qui était évoqué là dans ce papier du Monde, Philippe, à la fois parce que Bruno Le Maire, à chaque intervention qu'il fait, et elles sont nombreuses dans les médias, dit pas de baisse d'impôts en France. Pas de hausse d'impôts. Pas de hausse d'impôts en France, pardon. Donc éventuel contretemps sur cette idée-là. Sur l'idée déficit, ils ont dit voilà, il faut revenir à un déficit raisonnable. Ça va être la trajectoire qui va être présentée la semaine dernière, alors qu'on avait cru comprendre chez certains que c'était plus la priorité du moment compte tenu du niveau de taux d'intérêt et que tout ça c'était supportable par les finances publiques. Est-ce que sur ces sujets-là, la France est selon vous à contretemps ou pas par rapport à ce qui était là ma question de départ? Deux remarques. La première, c'est que tant que la situation macroéconomique n'est pas meilleure, Bruno Le Maire a tout intérêt à dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Donc c'est un jeu qu'on a beaucoup étudié en économie, c'est de dire quelque chose, et puis une fois que les choses sont arrivées, on change la règle. Donc peut-être qu'en 2022, 2023, lorsque la situation aura retrouvé un peu plus d'allant, la question fiscale se posera autrement. D'autant plus qu'en 2023, on aura peut-être peut-être un autre président. Et donc... on voit que ça a fait changer les choses, on vient de le voir aux États-Unis. De fait, on verra. L'avantage de la démocratie, c'est celui qui est élu qui décide. Ce qui est intéressant, et c'est ma deuxième remarque, dans le plan qui a été annoncé par Bruno Le Maire, rien ne sera fait tant que dans cette législature. C'est-à-dire que ce sont des engagements pour le gouvernement d'après. Oui. Donc c'est un engagement, comme disait Jacques Chirac, une promesse qui n'engage que ceux qui l'écoutent. N'engage que ceux qui les écoutent. Oui. Donc, et puis, il y a une dernière remarque, c'est que quand on regarde ces plans pluriannuels français, là on part d'un peu plus haut, mais généralement à 5 ans, on est toujours à l'équilibre. Vous prenez les plans pluriannuels français depuis 30 ans, ou plus, je ne sais plus depuis quand ça existe, mais au bout de 5 ans, on est toujours à l'équilibre. Alors là, on part d'un déficit beaucoup plus important, la crise, etc. Donc l'enjeu et l'objectif, c'est les fameux 3% de déficit, mais ça a le même statut que les 0% habituels qu'on a dans ces plans pluriannuels. Et on sait, sans être... qu'on ne les respecte pas. Voilà. Que ça n'est jamais respecté. Donc, alors, typiquement sur le déficit public, déficit budgétaire, donc moins 9 en 2020, moins 9 en 2021, ça c'est du sûr. Dans la trajectoire, moins 5,3 en 2022. Vous y croyez ou pas une seconde, compte tenu du fait qu'on sera une année électorale quand même? On verra. Moi, ce que j'ai cherché sur le site du ministère, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je n'ai peut-être pas cherché suffisamment, mais quel taux de croissance on mettait de l'autre côté. Ouais. C'est-à-dire que cette dimension qui est de dire on ne touchera pas aux... 4, je crois. C'est plus 4 en 2022, je crois. Oui. Ouais. Oh, mais après. Après, d'accord. Là, je restais sur 2022, parce qu'après, comme vous dites, on est à plus 4. Ouais. Mais, non, la question, c'est on va réduire les dépenses publiques, enfin, on va réduire le rythme de progression. On ne réduit pas les dépenses publiques, mais on réduit le rythme de progression pour que le ratio dépenses sur PIB diminue. Et on ne veut pas toucher aux impôts, mais c'est très dépendant du rythme de croissance. Et j'ai du mal à imaginer qu'un président nouvellement élu puisse se satisfaire avec toutes les promesses qui ont été faites, dans un contexte 2022 qui va être encore très compliqué sur le plan de la croissance, que le nouveau président ou le président réélu, je ne sais pas qui il sera, puisse rester dans un cadre aussi austère, dans un cadre aussi où le système social sera toujours assez fragile. Hein. On voit bien que par exemple sur le marché du travail, on a toujours des situations qui sont très fragiles. L'UNEDIC anticipe 230 000 suppressions d'emplois en 2021, espère 200 000 l'année prochaine, mais on voit bien que la situation n'est pas
aussi simple que cela. Bien évidemment. Et que probablement qu'en 2022, il va falloir être très actif sur le plan budgétaire. A fortiori, elle n'est pas encore maîtrisée. Voilà, c'est joli. Ouais. Attendons de voir. Quand vous dites c'est joli, c'est les courbes l'histogramme avec le déficit qui baisse. Hein. Lionel, vous nous disiez tout à l'heure qu'il faudrait, par rapport aux dépenses, aux investissements annoncés par le président des États-Unis, il faudrait qu'on puisse à peu près faire pareil. Comment ? Alors eux, ils ont le dollar, donc ils ont un problème de déficit qui n'est pas tout à fait le même que le nous. Je parle sous le contrôle du professeur. Comment vous imaginez ces nouvelles dépenses, compte tenu de la situation dont on parle, c'est-à-dire un déficit public qui est déjà à -9, une dette qui est déjà à 115, quelque chose % du PIB. Oui, mais enfin les États-Unis, je crois, de mémoire, sont 115, c'est du petit lait pour les États-Unis, c'est tout petit. Je crois qu'ils sont... c'est dans le même... c'est le même ordre. Je crois qu'ils sont plus élevés, je crois. Mais ils peuvent faire tourner plus facilement la planche à billets parce que c'est leur monnaie. Oui, mais quand même, je ne suis pas économiste, mais dans un monde où le prix de la dette est si bas, voire négatif dans certains cas, il faut investir. Et moi, je reviens, il y a cette phrase de Macron, il a des moments, des éclairs comme ça de génie. Il dit pour les vaccins... Faites pas votre Blanquer, faites attention. Non, mais il dit pour les vaccins, décidément, on a vraiment manqué d'ambition. Hein. On n'a pas investi sur les vaccins, on n'a pas cru que c'était possible. Oui. Et pour moi, c'est exactement la même chose. On n'a pas eu assez de folie, on n'a pas eu la tête dans les étoiles. Enfin bref, c'était sa déclaration de la semaine dernière. Absolument. Et pour moi, c'est à nouveau la même chose qui est en jeu. Pour investir, il faut avoir une foi absolue en l'avenir. Il faut avoir une foi absolue dans nos capacités d'innovation. Il faut avoir une foi absolue dans nos capacités à se réinventer, à créer. Si on est dans la gestion et pas dans la création, évidemment qu'il ne faut pas emprunter. Il faut diminuer les déficits. Si je dirige une entreprise et que mon entreprise, l'avenir de mon entreprise est dans la gestion, alors je dois augmenter la productivité, diminuer les coûts et à revenu constant, augmenter mon EBITDA. Mais si j'imagine que mon entreprise va se mettre à innover, va arriver avec de nouveaux produits, de nouvelles idées, un nouveau deal, alors c'est le moment d'investir dans ces capacités d'innovation. Et ça, quand j'entends Biden dire ça va être l'investissement d'une génération, moi ce que j'entends comme entrepreneur, c'est une véritable foi, c'est une profession de foi sur le peuple américain. C'est-à-dire, le peuple américain est capable, une fois de plus, de se réinventer, de recréer le Google de demain, le Facebook d'après-demain, etc., etc. Et ce que je vois ici, c'est qu'en Europe, malheureusement, on est toujours un peu timoré. Le grand plan là, européen, il est où ? Il arrive, il faut qu'il soit voté, il arrivera deuxième semestre, hein, je pense, Philippe. Mais c'est un peu plus lent qu'aux États-Unis parce qu'on est 27 pays et que voilà. C'est beaucoup plus petit. Oui. Et puis c'est beaucoup plus petit. Moi, ce que je remets en cause vraiment, c'est est-ce qu'on a ou pas véritablement confiance dans la capacité de l'Europe ? Et il y a tout un tas d'initiatives, tout un tas d'idées, tout un tas à innover. Et donc, évidemment, il faut creuser le déficit pour innover, creuser le déficit pour investir, et pas creuser le déficit pour continuer à payer les fins de mois. Des frais de fonctionnement kafkaïens, des administrations d'un autre temps. C'est les frais de fonctionnement qui nous plombent, pas l'investissement. Et ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on mélange un peu les deux dans ces déclarations, où entre frais de fonctionnement et investissement, tout soit sous le même chiffre. Ouais, il faut être aux alentours de 3%. C'est pas la même chose. À défaut de contre-temps, est-ce qu'on est un peu petit bras ? C'est un peu ce que suggère Lionel. Moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on voit bien que si on prend les grandes entreprises techno, que ce soit Amazon, Google, Tencent ou Alibaba, sont des entreprises qui se sont développées dans un marché intérieur très vaste. Oui. Et ça, c'est un élément absolument clé sur lequel se repose la relance chinoise, sur lequel se repose la relance Biden. On n'a pas de marché intégré de la sorte en Europe. Et on voit bien sur la question... D'ailleurs, les startups européennes, quand elles se développent, plutôt que de se développer partout en Europe, elles vont plutôt aux États-Unis. Le vrai souci, il est là. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marché intégré européen. Et on voit bien sur la question de la relance sur le plan de 750 milliards, il a été encore retardé par la cour de Karlsruhe en Allemagne, parce que, est-ce que la dette,
Donc, on n'a pas cette capacité. Et faire un plan franco-français sur cette question, c'est bien, mais ça... On a un commissaire au plan. Oui. Alors, donc, tout va bien. Avec Oui, un commissaire oui, au plan, oui. ça devrait le faire. Bah, on a quand même un plan de 100 milliards qui existe. Oui, il y a des plans qui existent. C'est-à-dire le commissaire au plan a le même discours que vous, hein, Lionel. Il dit qu'il faut un plan de 300 milliards, Oui, 250. mais en termes de philosophie, on n'est pas sur la même logique. C'est-à-dire que quand on regarde... moi, j'aime bien regarder ce qui se passe sur le marché du travail. Aux États-Unis, il y a un choc au printemps dernier. Il y a un ajustement sur le secteur privé qui est très important. Hein. Au mois d'avril dernier, il y a plus de 20 millions, presque 21 millions d'emplois qui ont été supprimés. Et une fois que cet ajustement a lieu, le gouvernement arrive en disant « Attendez, je vais vous distribuer des allocations ici ou là. » Et donc, et même là, je vais vous faire un chèque de $1 400 pour chacun d'entre vous, et ça va booster les choses. Et dans le cas européen, on a créé dès le départ un filet de sécurité, ce qui fait que les pertes d'emplois ont été très réduites. Et donc, l'État a permis de maintenir les revenus, et c'est très bien. Sauf que l'ajustement du secteur privé n'a pas encore eu lieu. Et donc, au moment où les États vont commencer à réduire la toile et n'ont pas forcément envie de faire un plan de relance à la Biden, eh bien, on va avoir un ajustement du secteur privé. Et donc, on a une espèce de contretemps. Ah, il est là, le contretemps. Le contretemps, il est là. Et ce qui fait qu'il y a plus de persistance dans la crise qu'il ne peut y en avoir aux États-Unis. Alors on dit, mais on a mis beaucoup de moyens, c'est vrai, mais beaucoup de moyens en reportant le moment où le secteur privé va générer une dynamique plus autonome. Et c'est ça le souci. Et après, on peut dire, oui, faisons un grand plan. Mais le grand plan, il faut qu'il s'inscrive dans quelque chose qui permette de générer une impulsion. Pour l'instant, on a plus consolidé le filet de sécurité que créer une impulsion. Et c'est l'opposition qu'on peut avoir avec les États-Unis. Donc il y a aussi une question de tempo. On est retombé sur nos pattes du contretemps. Merci Philippe. On marque une courte pause. On parle de nos élites françaises dans un instant, juste après la pause. Je sens que les uns et les autres ont des choses à dire. Allez, on se retrouve tout de suite. Retour dans l'AIT Smart. Merci de rester avec nous, d'être fidèle à l'émission. Deuxième débat, intitulé ce soir « Changer nos élites ». De point de priorité, point d'interrogation. Évidemment, nous faisons allusion à l'annonce hier par le chef de l'État de la suppression de l'École nationale d'administration. Explication de texte d'Emmanuel Macron. L'Institut du service public sera créé. L'ISP formera tous les élèves administrateurs de l'État en intégrant un tronc commun à 13 écoles de service public. Il sera plus ouvert au monde académique et à la recherche, en France comme à l'international, plus ouvert à l'entrée. Tout haut fonctionnaire doit avoir passé ses premières années sur le terrain au contact des citoyens, en prise avec les difficultés du quotidien. À la sortie, tous les élèves intégreront un corps unique, attention révolution, celui des administrateurs de l'État, le terrain, point d'exclamation, nous écrit le chef de l'État. Ce que nous sommes en train de faire, c'est inventer ensemble une haute fonction publique à la hauteur des défis de notre temps, plus près du terrain, à nouveau, et au visage de la France. Commentaire, tiens, vous parliez de lui tout à l'heure, François Bayrou, le commissaire au plan. L'ascenseur social ne fonctionne pas aujourd'hui comme avant, les choses sont beaucoup plus bloquées, l'État devrait être là pour soutenir les initiatives de la société française, et, bon, plutôt favorable à l'évolution. Damien Abad, côté républicain, tout le monde n'est pas d'accord chez Républicain, lui c'est le patron du groupe républicain à l'Assemblée nationale, il nous dit « Je suis favorable à la suppression de l'ENA car malgré la qualité de ses élèves, cette école a produit un entre-soi immobile et déconnecté de la base. Il faut ouvrir l'accès à la haute fonction publique, encourager la mobilité et l'ascenseur social. C'est un premier pas. » Laurent Bazin, le journaliste, il nous dit « Si vous pensez que l'ENA est un problème, songez que la plupart des élèves des grandes écoles sont issus de, ça c'est amusant, 200 maternelles en France. Source Institut Montaigne. Vous aurez alors une meilleure idée de ce qu'on appelle la reproduction des élites. Après, on peut aussi changer l'État. Et puis ceux qui pensent que ça ne sert à rien, que tout ça est un artifice. Regardez la une de Libération ce matin. L'ENA est morte, vive l'ENA. Sous-entendu, réforme de façade cachée derrière un changement de nom qu'a présenté l'Élysée.
Il faut dire que ce sera au même endroit, même bâtiment, les mêmes professeurs, dans la même ville. On va changer la plaque. Ce ne sera plus l'ENA, ce sera l'Institut du service public, même si, effectivement, la réforme des grands corps est quelque chose de, pour le coup, très, très significatif. Allez, on démarre par l'entrepreneur. Votre première réaction à cette annonce, qui était une confirmation du chef de l'État, parce qu'il l'avait dit au moment de la fin de la crise des Gilets jaunes. Il avait dit « je supprime l'État ». Il n'avait plus parlé, donc on avait cru qu'il avait enterré le truc. Et hop, surprise, finalement, il supprime l'État. Réaction, à chaud. Pas à chaud, parce que ça fait 24 heures. Non, moi, je pense que d'abord, cette reproduction perpétuelle et un espèce de truc consanguin très mauvais. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, et le fait de changer de nom, c'est de remettre une pièce dans le cochonnet pour rouvrir le jeu un petit peu. Ce que je voudrais pas, et ce que j'entends, et ce qui me dérange un peu, c'est l'idée qu'on va un peu baisser le niveau d'excellence pour une espèce de diversité qu'on ne comprend pas bien. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que ces écoles, c'est d'abord des écoles de l'excellence. Et que l'excellence, elle est indispensable. C'est ça qu'il faut garder. C'est absolument ça qu'il faut garder. Il faut absolument garder l'excellence. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'excellence ? Et l'excellence, c'est pas forcément savoir passer un grand taux et être absolument incollable sur la culture générale. L'excellence, c'est l'excellence universitaire, c'est l'excellence artistique, c'est l'excellence... Donc, quand on parle de diversité, est-ce qu'on parle de diversité culturelle ? Est-ce qu'on parle de diversité des parcours ? Est-ce qu'on parle de diversité sociale ? Est-ce qu'on parle de diversité ethnique ? Et donc, il y a un espèce de jeu un peu populiste à mettre tout ça dans le même paquet, sans avoir... moi, j'aurais préféré qu'on nous dise, voilà, le projet d'une nouvelle école d'administration, c'est celui-là, voilà pourquoi on change, voilà ce qu'on veut faire, voilà quels sont les critères à partir desquels nous allons juger de ce qu'est l'excellence. Donc ça c'est le premier commentaire. Puis le deuxième commentaire, c'est on doit se poser une grande question, qui est de savoir, quand on est serviteur de l'État, il faut avoir l'amour de l'État. Il faut avoir... parce qu'en fait, ce qui réunit ces grands serviteurs de l'État, c'est la volonté de servir. C'est quand même ça leur nom. Et quand on a la volonté de servir, la question c'est, est-ce qu'on veut servir pour changer l'État, est-ce qu'on est progressiste ou est-ce qu'on est conservateur, pour le dire autrement ? Est-ce que l'idée, c'est de créer un corps qui va maintenir l'administration comme elle est et qui va en connaître tous les rouages, tous les mécanismes, toutes les subtilités, et qui donc, dans cette espèce de centre kafkaïen, il faut absolument avoir de très très grands experts pour savoir que le directeur untel ne peut pas parler. Donc cette complexité qu'on a créée, effectivement, ensuite, il faut de très grands experts, très intelligents pour pouvoir dealer avec cette complexité. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on ait plutôt une haute école de l'administration qui soit dirigée vers l'idée de changer l'État, vers l'idée d'adapter notre État à un monde qui va de plus en plus vite, donc un État plus stratège. Édouard Philippe disait à la télévision, là, dans son interview il y a quelques jours, ce qu'il nous manque, c'est d'un grand stratège. Ce qui nous manque, c'est une stratégie. Et aujourd'hui, je ne crois pas... Il faisait de la politique en disant ça. Hein. Bien sûr qu'il faisait de la politique, mais il dit aussi quelque chose de... Sachant qu'il est énarque, Cour des comptes, hein, Édouard C'est Philippe. vrai, mais il dit quelque chose quand même d'assez vrai, c'est on apprend à gérer, et ce qu'on apprend véritablement... à avoir une stratégie, ce qu'est une stratégie. Et c'est pour ça que je reviens sur l'excellence. Non, est-ce que ce n'est pas les élus qui doivent avoir une stratégie et les énarques ou l'administration qui doivent la mettre en pratique ? Il y avait un conseiller de Sarkozy qui un jour... lors d'un dîner, peu importe, avait dit, j'ai entendu dire, vous savez, le rôle des conseillers est d'avoir des idées, le rôle des politiques est de les porter. Donc je ne sais pas si le rôle des politiques est d'avoir des idées ou simplement de les faire vivre dans l'arène politique. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une opportunité de changer cette école, c'est une opportunité extraordinaire d'ouvrir le jeu et de penser l'avenir plutôt que de penser la gestion d'un État qui est devenu un peu kafkaïen. Philippe, est-ce qu'il faut changer nos élites ou est-ce qu'il faut changer la façon dont nos élites travaillent et l'état dans lequel les élites de l'administration évoluent ? Je pense que la première question, et qui ne touche pas que l'ENA,
c'est celle de la... Non, c'est juste un point de départ. C'est celle de l'ascenseur social. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est ce que disait Laurent Bazin, trouver les 200 maternelles d'où viennent les gens des grandes écoles. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui a été modifié en profondeur sur les 50-60 dernières années. C'est-à-dire que le nombre d'ouvriers dans les grandes écoles était bien plus élevé dans les années 50-60 qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors en même temps, il ne faut peut-être pas rester sur le critère d'ouvrier, parce qu'il y a de moins en moins d'ouvriers dans la société. Donc il y a plus de cadres aujourd'hui que d'ouvriers en France. Comme vous savez, mais ce que je veux dire, c'est que il était... enfin, ça veut dire quelque chose quand même. L'opportunité de rentrer à Polytechnique ou à l'ENA était plus importante, quelle que soit sa classe sociale d'origine, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose, c'est un souci parce qu'il y a une reproduction sociale qui est très claire. C'est la fameuse, il y a des travaux qui montrent une sorte de courbe de Gatsby dans l'éducation. La courbe de Gatsby, c'est de dire plus les gens sont, plus les niveaux de richesse sont élevés, moins il y a de mouvements sociaux, moins il y a de changements dans la hiérarchie sociale. Mais dans les écoles, on est pareil. C'est-à-dire que vous habitez Paris, vous avez, vous et votre compagnon, compagne, peu importe, un niveau culturel élevé, vous créez les conditions pour que votre enfant fasse la même chose que vous. Et on n'a pas de contrepoids à cela. Ça, c'est une question. Alors, on voit bien que... Ce qui, historiquement, était le rôle des hussards noirs de la République, les instituteurs de la Troisième République. Exactement. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises, etc., pour changer ça. Donc ça, c'est un premier point qui ne touche pas que l'ENA. Ça touche tout... Non, mais justement, c'est toute la question. Est-ce qu'il faut partir de tout en bas ou est-ce qu'il faut partir des 100... Il y a une centaine d'énarques tous les ans. C'est quand même pas... Est-ce que ça donne pas, effectivement, cette annonce, tu vois, avec la portée symbolique forte qu'elle a et qui est probablement louable, est-ce qu'effectivement ça détourne pas le regard vers une centaine de pauvres gars tous les ans là, qui sont des élèves brillants? Après c'est peut-être la suite qui est un problème, mais surtout tous les autres. Il y a deux questions sur la haute administration. C'est est-ce qu'on pourrait en diversifier les sources davantage? C'est-à-dire que vous avez les postes, souvent les postes à responsabilité, ce sont des postes de gens issus de l'ENA. Mais il y a des ingénieurs, il y a des universitaires qui auraient cette capacité à le faire et à créer d'autres façons de réfléchir. Ça, c'est quelque chose qu'on voit ailleurs, mais qu'on ne voit pas forcément en France de façon aussi développée qu'ailleurs. Le spoil system américain a ça d'intéressant, c'est que d'un seul coup... Ça renouvelle le stock tous les 4 ans. Ouais. Tous les gens. Enfin, ils ont quand même fait Georgetown pour 80% d'entre eux. C'est une fac, c'est l'équivalent de l'ENA à Washington, l'université de Georgetown. Mais il y a quand même des changements qui s'opèrent. Et puis l'autre point... Ils restent en place pendant toute leur carrière. C'est ça qui est le point différent grâce à la spoil system. L'autre point, c'est quand on regarde l'administration française et le lien avec les grandes écoles, il y a beaucoup de corps. Le corps des mines, le corps des ponts, vous avez les conseillers d'État, vous avez les gens à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances. Préfectorale. Oui, la préfectorale, le diplomatique. Tout ça est un corps constitué au sein de l'administration. Et donc, ça veut dire, quand il y avait une hiérarchie très, très forte, qui est de dire, quand je suis premier de l'ENA, je vais à l'inspection des finances ou au Conseil d'État. Là, on change la règle. Est-ce que ceux qui ont fait vivre ces corps pendant très longtemps et qui continuent de les faire vivre vont accepter ce bouleversement et qui se traduirait in fine par la suppression de ces corps? Est-ce qu'on peut rentrer dans cette logique-là, ce qui serait probablement peut-être une très bonne chose, je n'ai pas d'avis, mais je me dis que le processus va être très inerte et la rupture, le changement très, très lent à se mettre en place. Mais moi, quand on est entrepreneur, ce qu'on essaie de faire au sein d'une entreprise, c'est de créer de l'intelligence collective. Et je pense que quand on imagine une école avec un concours d'entrée et un concours de sortie, je ne comprends pas bien comment on crée cette intelligence collective. Je pense que l'idée même de concours de sortie est orthogonale avec l'idée
de l'intelligence collective. Alors c'est un rang de sortie, c'est pas un concours parce que tout le monde sort, mais globalement c'est un examen qui crée un rang, effectivement, et jusqu'à présent, les 7 premiers, ils avaient l'inspection des finances, les 7 suivants, le Conseil d'État, le Cour de compte, selon machin, il y avait les 3 x 7, hein, c'était la vote. C'est ça, Alena. mais donc ce fait-là crée en réalité des gens qui ne sont pas portés vers l'intelligence collective, mais qui sont portés vers la rivalité, vers la rivalité et vers. Donc ce sont tous Est-ce que ça ne tire pas vers l'excellence par rapport à ce que je crois pas que ça tire vers l'excellence, moi. Je crois pas que ça tire vers l'excellence. Ce que ça donne, c'est mon épouse qui donne on a l'impression d'avoir en France parfois des joueurs de foot qui essayent d'avoir chacun la balle et ils savent pas qui joue avec qui joue contre qui, ni où sont les buts. Donc chaque fois que quelqu'un a la balle, il tire le plus fort possible, sans exactement savoir où, et il essaye de courir pour entraîner 2-3 avec lui. Et donc c'est de ça dont on manque. On manque de... prenez une école comme en France, toujours pour parler en France, l'INSEAD par exemple, qui a une philosophie très très différente, qui est toujours... c'est quand même de l'excellence, c'est de l'excellence internationale. Il n'y a pas de rang de sortie, il y a une idée de collaboration, il y a une idée... Il n'y a pas de rang de sortie dans les écoles de commerce en général. Ouais, c'est un peu une spécificité quand même de l'ENA, pour le coup, effectivement, l'enjeu du rang de sortie. C'est ce que j'essaie de remettre en cause, parce que je pense que c'est... Et pour faire de l'intelligence collective, il faut de la diversité, il faut des gens qui pensent différemment, il faut des gens qui ont des points de vue qui se confrontent, il faut avoir une culture de la confrontation, une culture... et ça... Là, c'est compliqué. Macron, il nous a dit qu'il n'y aura plus les différents corps à la sortie, mais il y aura toujours le rang de sortie, donc c'est pas encore clair. En même temps... l'annonce date d'hier, hein, donc on ne sait pas, on va voir. Mais c'est dès l'année prochaine quand même, hein, donc ça va aller très vite. Avec les mêmes profs ? Avec les mêmes, semble-t-il, oui, je ne pense pas qu'il ait annoncé un licenciement collectif, qui prépare un PSE à Strasbourg pour le campus principal de l'École nationale d'administration, qui va donc s'appeler l'Institut du service public. Quand même, est-ce que le problème, c'est cette élite de notre administration, ou c'est le deep state en dessous, à côté ou derrière? Parce que, encore une fois, il y a une centaine d'énarques tous les ans, il y a l'administration française, c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc, est-ce que les tares de l'administration française viennent des directeurs d'administration, bref, des hauts fonctionnaires, pour essayer d'être... où les torts sont partagés, selon vous, Philippe? Je pense que tel que dans les administrations vous connaissez mieux, vous avez sûrement des rapports avec... C'est un peu des deux. C'est-à-dire que quand vous avez un rapport de pouvoir, vous avez tout intérêt à maintenir ce rapport de pouvoir en votre avantage. Et donc, vous créez une situation où celui qui va venir vous voir va être dans un rapport hiérarchique qui lui sera défavorable. Et c'est cette dynamique-là qui auto-entretient une situation où finalement vous avez toujours le sentiment d'avoir tort. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que dans vos rapports avec l'administration, vous avez toujours le sentiment d'avoir tort, Lionel? On a toujours le sentiment, dans le rapport avec l'administration, on a toujours le sentiment d'être à l'école. On a le sentiment d'être à l'école et avoir le directeur de l'école, la maîtresse d'école en face de nous. Et c'est très désagréable. Moi, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a très peu d'échanges entre le public et le privé. C'est des mondes qui non seulement ne se parlent pas, mais se détestent. Et puis même au niveau des... Si vous prenez la grande administration, si vous prenez les salaires, moi, je pense qu'il faut s'attacher à l'idée d'excellence. Et quand on a des jeunes gens brillants, qu'ils soient mathématiciens, physiciens, entrepreneurs, codeurs, mais ils sont certainement capables, à un moment donné, de faire un passage dans l'administration, de servir un peu, de regarder. Et donc, il faut organiser cette fluidité, et tant que cette fluidité n'existe pas, on a un espèce de microcosme qui continue à créer un jargon dans toutes les administrations, un jargon absolument incroyable, de l'outil scripteur jusqu'à... Ce qui est intéressant sur cette question, c'est qu'on parle souvent de simplification administrative. Mais la simplification administrative, elle est dans le rapport entre l'administration et le secteur privé, le salarié ou l'entreprise.
mais Au sein de l'administration, c'est l'inverse. Je ne suis pas sûr qu'on ait des plans de simplification de l'administration. Et donc, on a des tas de choses qui s'empilent. Il suffit de regarder, par exemple, toutes les commissions, haute autorité, etc., qu'il y a dans la santé sur... Depuis un an, on a découvert plein de trucs, on en a créé de nouvelles, à chaque fois on crée une nouvelle structure, et ça c'est le politique qui le crée, c'est la niveau d'administration qui génère des nouvelles structures. C'est tout le monde, c'est-à-dire que c'est une situation où finalement ça a un avantage considérable, c'est que c'est toujours l'autre qui a décidé. Bah oui, ça permet d'ouvrir le parapluie. Et puis on n'est pas organisé en administration de mission, en task force. Alors quand on a un nouveau problème, on crée une nouvelle agence. Alors on crée une nouvelle agence, donc il faut créer l'administration de l'agence, les administrateurs de l'agence, ensuite il faut trouver ceux qui vont contrôler le travail de l'agence, les rapports interministériels. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres administrations, je pense par exemple aux Britanniques, on a un problème nouveau, il y a une crise sanitaire, on va créer une mission... et puis qui va être détruite ou qui va faire autre chose juste après. Donc il y a cette idée, avec combien on a en France de... Dans l'occurrence, la nana qui est patronne du programme de vaccination, vient de la finance. Les Échos ont fait son portrait il y a quelques jours, dans le Capital Risque, je crois, effectivement. Et puis on imagine qu'elle retournera. Enfin, c'était pour 6 mois, donc ça risque d'être un peu plus, parce que ça dure un peu. Mais... Il n'empêche qu'il y a des pans de l'administration qui fonctionnent très bien. Enfin, c'est pas... non, mais je veux pas être... mais il y a des choses qui fonctionnent de façon efficace. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à retenir là où ça nous gratte un peu. Mais il y a probablement, compte tenu des moyens qui sont mis dans l'administration française, il y a probablement une capacité à faire mieux. Et par exemple, avec l'utilisation de l'analyse des politiques publiques. Quel est le bilan des politiques publiques qui ont été menées parce que, comme vous l'évoquiez... Mais ça, il faudrait que ce soit le Parlement qui fasse ça, mais il n'a pas les moyens de le faire non plus. Il faut le faire, c'est-à-dire qu'on voit dans l'éducation nationale, il y a quasiment une réforme au moins par ministre, et on fait des réformes avant que la précédente n'ait eu son efficacité éventuelle. Donc, et tout ça n'est pas analysé, n'est pas pris en compte de façon efficace. Et aux États-Unis, en Angleterre, on a ce type d'analyse et il serait bien que ces rapports existent et qu'ils soient publics. Et là, on aurait probablement une vision et une appréhension très différente de l'administration qui ne serait plus une boîte noire, mais quelque chose d'un peu plus transparent. Mais on va quand même dire, parce que vous avez raison, il faut quand même dire que l'administration, parfois, elle fonctionne bien. On a compris que vous ne vouliez pas être en mauvais terme avec vos inspecteurs des impôts. Non, mais quand même. Non, c'est vrai. Je ne veux pas être en mauvais terme avec les inspecteurs des impôts, c'est vrai. Mais quand même, non, je dois dire que la façon dont là, l'administration, enfin le Bercy, s'est adapté en quelques semaines aux besoins, la BPI, qui est quand même... pour donner beaucoup d'argent, ça a été très efficace. Oui. Non, mais tout le monde a salué, non mais vous avez raison. Ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait avec une rapidité, avec une efficacité qui est redoutable, qui est extraordinaire. Et ça, quand même, c'est quand même vraiment à saluer. Ils ont vraiment soutenu toutes les entreprises, une à une. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais, vous êtes rattrapés sur la fin. C'est bien. Il nous reste même pas 5 minutes. Allez, l'after tout de suite. On balaye 2 sujets d'actualité. Ça se passe dans l'Alabama. On avait déjà évoqué depuis quelques jours un scrutin au sein de l'entrepôt Amazon dans l'Alabama pour se syndiquer. C'est là la première fois potentiellement qu'il y aurait un syndicat chez Amazon. 3000 et quelques votants et quasiment autant de contestations que pour l'élection du président des États-Unis. Donc ils n'ont toujours pas comptabilisé définitivement l'ensemble des votes. Mais à date, il y a une marge de 2 contre 1 pour ne pas se syndiquer. Il y a eu une grosse campagne, à la fois d'Amazon pour convaincre ses employés de ne pas se syndiquer et des organisations syndicales pour, à l'inverse, les convaincre de se syndiquer. Et beaucoup d'argent dépensé de côté, peut-être des pressions. Finalement, ils ne se syndiquent pas, semble-t-il. Alors, ce n'est pas définitif, mais enfin, une marge de 2 contre 1, c'est quand même significatif sur un échantillonnage de la moitié du corps électoral, entre guillemets. Ça vous fait...
Ça vous inspire quelle conclusion ou quelle réflexion, Philippe? Ouais, il est compliqué sur une usine, parce qu'on parle Amazon, on en parle partout dans le monde. Mais c'était très symbolique, c'est la première fois qu'il y avait ce... Absolument, voilà. Absolument. Mais il est compliqué d'avoir un jugement définitif. Mais peut-être que les gens qui travaillent chez Amazon en Alabama ne sont pas si malheureux que ça. Non, mais oui, non, mais manifestement, en tout cas... Il y a probablement eu des pressions des deux côtés pour faire basculer le vote dans un sens ou dans un autre. Il faudra voir, effectivement, il y aura probablement des sondages sortis des urnes, etc., pour analyser la situation. Mais a priori, les gens d'Amazon en Alabama n'étaient pas aussi... dans des conditions aussi dramatiques qu'on aurait pu l'imaginer. Comme ailleurs, en général, aux États-Unis, le taux de syndicalisation a beaucoup baissé toutes ces dernières années. On est autour de 10%, on était au-dessus de 20 il y a 20 ans. Parce que le contexte, on a beaucoup parlé dans ce cadre-là de l'automobile qui avait permis d'avoir des droits supplémentaires. Mais rappelez-vous, il y a 50, 60 ou 80 ans, la façon dont fonctionnaient les usines automobiles. C'était beaucoup de bruit, c'était très sale, très pollué. Non, pilote de robots, oui. Maintenant, c'est très différent. Et chez Amazon, on n'est pas du tout dans un contexte qui était celui des constructeurs, des usines américains. Donc, faire le parallèle... C'est pas Zola, quoi. Faire le parallèle... Lionel, votre sentiment, rapidement, sur... Moi, je suis admiratif, vraiment admiratif comme entrepreneur de la capacité qu'ont les grandes entreprises américaines comme Amazon à créer des histoires et à créer de la fierté autour de leur marque, autour de leur histoire. Et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi parce que quand on travaille chez Amazon ou quand on travaille chez McDonald's aux États-Unis... Amazon, c'est quasiment 1 million de salariés aux États-Unis. Les gens sont fiers de ce qu'ils font. Ils arrivent à créer une histoire, à créer le storytelling qui fait que l'employé se sent... faire partie de quelque chose, faire partie d'une famille, faire partie d'une histoire, écrire une page d'histoire. Et ça, c'est les grands, Jeff Bezos, mais tous les grands patrons américains passent énormément de temps à créer une culture d'entreprise et à la définir, à la peaufiner, à la dire, à la raconter. Et ça donne, je pense, ce type de résultat. Et moi, je trouve ça très encourageant. Ouais. Et puis, il faut rappeler que le salaire minimum chez Amazon, c'est $15. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 50% de plus que le salaire minimum fédéral aux États-Unis. Et $15, c'était l'objectif de Joe Biden pour relever 2025, le salaire minimum. À l'horizon 2025. Oui. Et que c'est déjà le salaire minimum chez Amazon. Après, tout n'est probablement pas vert chez Amazon non plus. Mais en attendant, manifestement, en Alabama et donc chez Amazon, c'est pas aujourd'hui qu'il y aura un premier syndicat. Merci messieurs, on en reste là pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve lundi à la même heure sur Bismarck. D'ici là, très bon week-end. Bonne soirée.